qu'est-ce qu'on peut avoir, et aussi William, parce que dans l'enjeu de l'extraterritorialité, donc la lutte pour la probité des affaires ou lutte contre la corruption et autres, il y a deux choses. Il y a le passif qui est à traiter. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le futur, et ça c'est le programme de compliance que vous venez d'évoquer. Et puis, pour éviter de vivre dans la crainte et de rentrer, de traiter vraiment le sujet, qu'est-ce qu'on fait pour le passif et pour le futur, et comment on détecte les signaux faibles? Donc là, on a à la fois un enjeu juridique et puis un enjeu stratégique essentiel. Alors, déjà, je pense que pour toutes les entreprises françaises, le plus gros risque, c'est le risque de passif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prescription en réalité sur les problèmes de corruption, et notamment sur le FCPA. Pourquoi il n'y a pas de prescription? Parce que les entreprises, lorsqu'elles sont sous enquête par le Department of Justice, doivent coopérer pour abaisser leur amende. C'est la même chose pour les individus. Et donc, l'un des premiers gestes que demande le DOJ à une entreprise qui est sous enquête est de signer un papier comme quoi elle renonce à la prescription. D'accord? Donc, c'est pour ça que sur des cas comme le cas d'Alstom ou d'autres cas, le département de justice a pu remonter à des faits qui sont au-delà des 50 prescriptions qui sont effectivement dans la loi du FCPA. Sur Total, ils sont montés à 18 ans. Dans l'affaire Alstom, vous avez eu cette semaine des personnes qui ont été mises en examen pour des faits de 2004. D'accord? Donc, il y a 16 ans. Alors pourquoi est-ce que les entreprises signent ce papier auquel ils renoncent à la prescription? Pour une raison extrêmement simple, c'est que si vous ne coopérez pas avec le Department of Justice, l'amende que le Department of Justice éventuellement donnera à l'entreprise sera multipliée par 2, par 3. Les critères dans les FCPA Guidelines d'amende sont extrêmement flexibles et en fait, c'est vraiment le procureur qui décide où il met le curseur. Donc les entreprises sont forcées de coopérer. Et on le voit très bien depuis que la loi existe, vous n'avez que 2 entreprises qui sont allées jusqu'au procès. Et c'était dans les années 90, des petites entreprises américaines qui n'avaient absolument rien à perdre. Mais toutes les autres entreprises, sur plus de 400 cas, ont en fait négocié avec le procureur américain. Donc vous êtes dans une justice de négociation, où vous ne voyez pratiquement jamais de juge, où donc vous négociez avec un procureur, vous vous mettez d'accord sur une amende, et ensuite il y a juste un juge qui vient mettre un tampon sur votre accord. Donc, pour en revenir au risque de passif, je pense que toutes les entreprises françaises, il suffit de regarder, enfin toutes les entreprises, je vais mettre mal à dos beaucoup de gens, mais de nombreuses entreprises françaises, on va dire, il suffit de regarder suffisamment loin dans le rétroviseur pour trouver des cas. Donc, et ces cas peuvent ressurgir de manière très très inopinée, alors via tout un tas de moyens. Alors on parle beaucoup des gros cas, bien sûr, Alstom, Siemens, etc., où il y a peut-être eu des choses qui sont venues par le haut, par le département d'État, par le département de justice, par les grands concurrents américains, où il y a des enjeux stratégiques, etc. Mais la plupart des cas, en fait, ne viennent pas par le haut, la plupart des cas viennent par le bas. Parce qu'il suffit à un donneur d'alerte d'aller voir un procureur américain pour lancer une affaire, et ensuite cette affaire est inarrêtable. Et comme on sait que les donneurs d'alerte sont rémunérés 10 à 30% de la valeur de l'amende que l'entreprise paiera, ça crée beaucoup de vocations. Bah oui, bien évidemment. Vous avez quand même des entreprises spécialisées américaines qui démarchent les donneurs d'alerte dans vos entreprises actuellement, d'accord, et qui proposent à vos employés de couvrir tous les frais juridiques jusqu'au settlement. Donc en fait, vos employés n'ont rien à dépenser, tout est pris en charge par ces cabinets d'avocats américains qui négocient avec la SEC et avec le département de justice et qui seront rémunérés en pourcentage de ce que votre donneur d'alerte gagnera. C'est un business, d'accord? C'est un vrai business. Donc, comment se mettre à l'abri pour les entreprises françaises? Alors, dans la loi Sapin 2, on a prévu un mécanisme qui est la Convention judiciaire d'intérêt public, qui permet aux entreprises françaises en fait, d'aller faire leur mea culpa auprès du PNF et de l'AFA
en disant écoutez, j'ai fauté il y a quelques années, négocions une amende, pas de condamnation pénale de l'entreprise, donc pas d'exclusion des marchés publics. Et donc, c'est un moyen, en espérant que les Américains appliqueront demain le non bis in idem. Alors, il y a beaucoup de freins à cette Convention judiciaire de la République. Peut-être, William, tu pourras en dire un petit mot, mais voilà, c'est une des solutions, en tous les cas, qui est pour l'instant envisagée. On est en train d'exploser, je crois, l'organisation. C'est pas grave, on vit au gré. Ouais, Frédéric l'a très bien dit. Il y a deux moyens, à mon avis, de prévenir, et puis tu l'as dit aussi, de prévenir ces difficultés. La première, c'est de ne pas donner prise. Ces juridictions et ces États utilisent quoi? Utilisent le fait que des actes auraient été commis et qu'on n'aurait pas mis en place des process pour prévenir leur commission ou pour les détecter. Donc la première idée de la loi Sapin 2, ça a été d'obliger les entreprises d'une certaine taille à mettre en place ces process de vérification, de sécurisation. Ce qui ne se faisait pas, ce qui n'était pas dans notre loi, ce qui se faisait pour les entreprises françaises qui travaillaient à l'international, parce que les textes étrangers le prévoyaient pour certains, américains, britanniques ou autres, mais pas la loi française. Et donc ça a été évoqué, tout ce qui est compliance, cartographie des risques, détection des risques, dispositifs d'alerte, etc. Ça n'était pas obligatoire dans notre loi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est de donner aussi une efficacité au droit français c'était en tout cas l'idée de la loi Sapin 2, pour couper l'herbe sous le pied des juridictions étrangères et pour dire nous avons sanctionné, vous n'avez plus besoin de le faire, ou vous n'avez plus matière à le faire, ça a déjà été fait. Alors c'est très difficile parce qu'on est dans un système, Frédéric évoquait le non bis in idem, alors je ne veux pas faire trop juridique pour un avocat, désolé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être normalement condamné 2 fois pour la même chose, et ça marche en France, mais ça peut être reconnu à l'international également. Le même fait ne serait pas condamné 2 fois, on n'aurait pas 2 fois la même sanction ou une sanction pour le même fait. Pas forcément à la même, mais en tout cas une sanction. Sauf que, ça n'est pas reconnu par les États-Unis. Donc ça ne fonctionne pas. Ils ne le reconnaissent même pas quelquefois en interne, entre les condamnations fédérales et les condamnations locales. Donc ils ne vont pas s'amuser à le reconnaître vis-à-vis d'États étrangers. Ça n'est pas recevable pour eux. Donc on a une règle qui est dans la Convention OCDE en matière de lutte contre la corruption, qui est une règle de coopération, je reviendrai là-dessus, où les États vont coopérer entre eux pour discuter de la sanction, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle claire qui s'impose notamment aux États-Unis, puisqu'on parle principalement des États-Unis. Deuxième élément de fragilité, c'est que ça s'applique en matière pénale et que ce qu'évoquait Frédéric, c'est justement le fait qu'on ne va plus devant le juge. Il n'y a pas de sanction pénale. C'est tout le caractère pervers et en même temps intéressant des États-Unis, c'est que plus personne ne sait quasiment ce que dirait un juge en sanction d'une corruption internationale. Parce que personne n'ose aller devant le juge. Pourquoi? Parce que personne n'ose prendre le risque d'une sanction qui fait qu'on va avoir une condamnation pénale, une peine au sens strict, la prison, et qu'on va avoir en plus potentiellement une interdiction de travailler avec les États-Unis. C'est un marché. Tu le disais, la puissance économique des États-Unis leur donne ce pouvoir. On n'a pas envie de dire non et on n'a pas envie de perdre la chance de travailler avec les États-Unis. Donc on va rentrer en voie de négociation forcée, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a peur. Et on va négocier ce qui n'est pas une peine, et donc on n'aura pas cette règle non bis in idem. On va négocier l'absence de condamnation pénale. Une sanction financière énorme, mais qui n'est pas une sanction pénale, qui n'est pas une peine de prison, qui n'est pas une interdiction, qui n'est pas une exclusion de marché public, qui n'est même pas une reconnaissance de culpabilité. C'est du financier. Ce n'est pas forcément totalement mieux, mais au moins on n'est pas interdit de travailler avec les États-Unis. Et on a appliqué la même chose en France avec la CJIP, où on s'est dit on va faire la même chose, parce que nous, ça prend... Déjà, on ne condamne pas la corruption, elle est souvent prescrite, on a du mal à la prouver, donc ça ne marche pas, ce qu'on nous oppose régulièrement.
Là, on aura peut-être quelque chose qui va faire que les entreprises vont négocier rapidement et on aura une sanction qu'on pourra opposer aux États-Unis. Encore une fois, ce n'est pas non bis in idem, donc on ne pourra pas vraiment l'opposer. On va négocier, mais on pourra dire qu'on a potentiellement une sanction en France. C'est nouveau. Et ça ne marche pas si mal. Il n'y en a que 10 pour le moment, à ma connaissance. Mais on a quand même obtenu, dernière, c'est Airbus, la plus grosse des sanctions, c'était pour la France. On a eu 2 milliards, je crois, sur 3,5 milliards. Le reste, c'était les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais quand même, la majorité, c'était pour la France. Ce qui prouve que la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, est plutôt écoutée, regardée. Mais c'est un progrès. Voilà, c'est les deux éléments. Alors après, on verra le mécanisme de la CJIP et tous les... Je ne vais pas anticiper trop sur la suite. Mais ce sont les deux éléments peut-être. C'est à la fois être plus vigilant pour ne pas donner prise, et c'est de la pure intelligence économique pour moi. Pour moi, la lutte contre la corruption, je le dis régulièrement, je radote, mais c'est à la fois de l'intelligence économique, c'est de la gestion de l'information, de la protection de l'information, et avec les alertes de la remontée d'informations, on sait ce qui se passe chez nous. La cartographie des risques, c'est pareil. On regarde un peu ce qui se passe chez nous, on l'étudie. C'est de la pure intelligence économique. Et c'est de la RSE. Parce qu'en faisant ça, je sais mieux comment je fonctionne, j'améliore mes processus, je les fluidifie, j'ai moins de risques qu'il y ait une commission d'infraction, y compris en matière de ressources humaines. Ce n'est pas que de la corruption, ce qu'on détecte, ça peut être beaucoup des questions de harcèlement ou autre. On a des salariés qui se sentent mieux, on prend moins de risques, c'est de la pure RSE. Tout ça, il y a une cohérence globale, on est à la bonne école pour ça. Mais voilà, donc c'est ces deux éléments, prévention et des outils de sanction peut-être plus rapides, plus efficaces, qui donnent une image de la France qui ne va pas enterrer les choses et qui ne va pas laisser filer les manquements sans sanction aucune. Et par rapport à ça, moi j'aurais une question, Blandine. C'est vrai qu'on parle d'enjeux RH, on parle de besoin de protection des dirigeants, parce que c'est vrai que tu viens d'évoquer, William, aujourd'hui les dirigeants sont en risque, avec des risques de peine de prison. On a vu à la faveur du dossier Airbus qu'il y avait eu une réorganisation de toute l'équipe commerciale, plus d'une centaine de personnes, ce qui est quand même très lourd. Comment les entreprises abordent-elles cette question ? Comment les administrations, les conseils d'administration, les COMEX, quel est le retour d'expérience là-dessus ? Est-ce que là aussi... Alors, de la même façon que tout à l'heure, il y avait 3 catégories d'entreprises, il y a plusieurs catégories d'entreprises sur la façon d'aborder la compliance. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui considèrent que c'est un enjeu de gouvernance. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la compliance, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, holistique et un enjeu de gouvernance. Et que pour moi, il n'y a pas de bonne gouvernance s'il n'y a pas de compliance. Et il n'y a pas de bonne compliance s'il n'y a pas de gouvernance. On dit que ce sont des programmes, on parle beaucoup de juridique, mais c'est tout sauf que du juridique. C'est avant tout un enjeu stratégique. Et la compliance, c'est même un levier de la stratégie de l'entreprise. Parce que il me semble que... Enfin, c'est pas il me semble, c'est le conseil d'administration qui détermine la stratégie de l'entreprise. Et donc, c'est bien le conseil d'administration qui doit déterminer si l'an prochain, c'est 3% d'augmentation de chiffre d'affaires, mais je veux zéro tolérance, corruption, entente, discrimination, problèmes cyber, etc. Ou bien l'an prochain, vous augmentez le chiffre d'affaires de 3%, c'est l'objectif, mais vous faites comme vous voulez, dit le conseil d'administration, mais je ne veux rien voir, rien signer, rien lire. Donc c'est le conseil d'administration qui détermine la stratégie. Et c'est le conseil d'administration qui donne à la direction générale les moyens de mettre en œuvre la stratégie qui a été déterminée par le conseil d'administration. Donc c'est le conseil d'administration qui donne les moyens à la direction générale de savoir comment mettre en place un programme de compliance et avec quels moyens et à quel niveau et de quelle façon. Donc c'est le conseil d'administration qui est responsable du déploiement du programme de compliance par la direction générale. C'est pour ça que c'est un enjeu de stratégie et que c'est un enjeu stratégique et un levier stratégique de l'entreprise. Et donc le conseil d'administration, il a 2 rôles, l'orientation, la détermination de la stratégie, et le contrôle. S'assurer que la direction générale met en place le programme. Et la direction générale, elle a 3 rôles, déployer,
sensibiliser, monitorer, donc contrôler l'efficience de la mise en place du programme de compliance. Et donc c'est un cercle vertueux où le Conseil surveille, vérifie que la direction générale a bien mis en place, sensibilisé tous les opérationnels et toutes les parties prenantes de l'entreprise, parce que c'est plus large que entreprise, dirigeants et salariés. Aujourd'hui, c'est vraiment toutes les parties prenantes qui sont concernées par ces programmes de compliance. Et l'identification des tiers, c'est notamment un élément qui fait que c'est de plus en plus large dans l'organisation et dans le circuit holistique de parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux où le conseil oriente et contrôle et la direction générale fait ces 3 étapes-là. Donc, vraiment, c'est un élément de gouvernance. Juste en appui, hein, j'ai pris le bouquin parce que je voulais me souvenir des chiffres. Eticorp, alors c'est en un mot, il n'y a qu'un seul C. Eticorp a fait une enquête avec la FJE, qui est l'Association française des juristes d'entreprise. On a interrogé 7500 juristes sur la compliance, leur degré de déploiement en France. Ces 7500 juristes, ils représentent 1500 entreprises. C'est à peu près le nombre d'entreprises concernées par la loi Sapin 2, l'article 17, le degré maximum d'obligation de dispositifs de compliance en France. 500 salariés, ce que tu disais tout à l'heure, et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On leur a demandé où ils en étaient dans les dispositions Sapin 2. Il y en a 33,73% qui ont considéré que leur entreprise était à jour. Un tiers. Aujourd'hui, hein, on parle des entreprises en France aujourd'hui pour une loi qui, tu le disais, il y a 3 ans. 58% disaient c'est partiel. Alors on leur a posé la question, pourquoi ? Et ça rejoint totalement ce qui était dit sur les instances dirigeantes. Pourquoi ? Alors c'est en cours, ça prend du temps. C'était l'écrasante majorité. Je passe tout de suite. Le RGPD a mobilisé nos ressources, ce qui est quand même une réalité dans beaucoup d'entreprises. Hein, ça a pris du temps, de l'argent, mais quand même, le manque de ressources humaines, le manque de moyens financiers, le manque d'implication, pour moi c'est lié, le manque d'implication et de sensibilisation des instances dirigeantes. Les instances dirigeantes en France, et c'est un vrai problème, on essaie, chaque fois qu'on intervient auprès d'eux, on appuie les directions juridiques, on intervient, parce qu'elles ont du mal à faire passer le message, les directions juridiques ou compliance. Les instances dirigeantes ont du mal à comprendre les enjeux de la compliance. On parle d'extraterritorialité, on en parle beaucoup, mais elles ont encore du mal à comprendre que les dirigeants sont concernés. C'est eux qui vont être sanctionnés potentiellement, c'est eux qui vont être poursuivis, y compris pénalement potentiellement. Et c'est parce qu'ils ne sont pas encore, on bosse, hein, on y va, mais ils ne sont pas encore totalement conscients, c'est le premier point, qu'ils ne bougent pas, ils ne se mobilisent pas assez encore en interne, ils ne donnent pas les moyens à la direction juridique ou compliance de recruter, humains, financiers, et c'est pour ça que ça freine encore. Donc il y a un travail à faire qui est important, c'est une question de sécurité pour eux à titre personnel et de sécurité pour nos entreprises. Donc il faut qu'on appuie encore plus. Et il y a aussi un élément qui est lié à la sensibilisation et à la sensibilité juridique en France. Dans l'environnement anglo-saxon, le General Counsel et le juriste, c'est le bras droit du président. Aucun Américain ne fait quoi que ce soit sans un avocat. Ils sont tellement procéduriers que les avocats sont partout. Et il y a une vraie sensibilité juridique des Américains, du monde anglo-saxon. En France, il n'y a pas de sensibilité juridique. On n'apprend pas le juridique, enfin le droit dans les écoles de commerce. Et moi, qui étais avocat et directeur juridique pendant 20 ans dans des groupes avant d'avoir ce cabinet, c'est vrai que les dirigeants, ils n'avaient pas beaucoup de sensibilité juridique sur un certain nombre de sujets. Donc, il y a une vraie sensibilisation à faire des dirigeants sur l'importance du juridique, du droit, non pas comme du contentieux qui est pénible, qui est une contrainte, qui embête tout le monde, mais au contraire comme une arme pour se défendre et pour avoir un élément un rapport de force très positif par rapport aux concurrents. Il y a un directeur général qui utilise la créativité juridique pour augmenter ses marges. Donc le droit est vraiment un instrument dans les négociations qui permet d'être meilleur que l'autre, d'avoir des garanties, d'assurer la sécurité de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Et ça, il faut vraiment développer cette sensibilisation juridique des entreprises
pour qu'on puisse avoir une meilleure place. Et la compliance étant assimilée au droit, parce qu'elle est vue sous le prisme réglementaire, etc., bah c'est sûr qu'elle elle a ce défaut, enfin, elle est prise avec ce prisme-là, et donc elle a ce déficit de valorisation lié au déficit de valorisation du droit. Et comme en plus la compliance est éminemment large et pas que juridique, je pense qu'il faut sortir la compliance du prisme juridique pour l'intégrer dans du management de risque global de l'entreprise, qui sera mieux appréhendé par des dirigeants sous l'angle risque, même si je ne dis pas qu'il faut une approche risque de la compliance, mais il faut quand même voir cet angle management du risque de l'entreprise, que ce soit les risques opérationnels ou les risques d'image et de réputation de l'entreprise, pour mettre ces sujets-là dans une vision globale de l'entreprise.